Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour un entretien exceptionnel à Châteauneuf-de-Galor. Châteauneuf-de-Galor, c'est là que sont nés les foyers de charité sous l'impulsion de Marthe Robin, cette figure mystique du XXe siècle qui a reçu un appel, une vision en 1933 pour fonder des foyers de lumière, de charité et d'amour. Ça va commencer par une école pour jeunes filles et puis en 1936, elle reçoit la visite de l'abbé Georges Finet, un prêtre du diocèse de Lyon. Ensemble, ils vont donner naissance à ce premier foyer de charité ici à Châteauneuf-de-Galor en 1936. Avec une communauté de laïcs et de prêtres, ils accueillent des retraitants qui viennent suivre pendant 5 jours une retraite spirituelle en silence. Il y a aujourd'hui 78 foyers de charité répartis dans le monde et près de 970 membres engagés à vie dans l'œuvre. Le modérateur international de l'œuvre des foyers de charité, c'est le père Moïse Ndione qui nous accueille aujourd'hui. Bonjour mon père. Bonjour Philippine. Vous êtes donc, je viens de le dire, modérateur international. Vous avez été pendant de longues années auparavant le père du foyer de charité de Cap des Biches au Sénégal. Oui. Si nous nous parlons aujourd'hui, c'est qu'une commission de recherche que vous aviez vous-même mandatée vous a rendu son rapport au sujet de l'abbé Georges Finet. Si nous sommes là, c'est évidemment que, hélas, il y a des choses graves à affronter et que cela engage à la fois l'histoire du père Finet et l'histoire et même le présent des foyers de charité. Alors, nous allons en parler ensemble. Peut-être d'abord pour commencer, parce que je l'ai résumé très rapidement, vous pouvez nous redire un mot du charisme des foyers de charité. Voilà, les foyers de charité, leur charisme, c'est des baptisés, des fidèles, qui sont prêtres ou laïcs, et qui mettent en commun leurs biens spirituels, matériels, pour annoncer l'Évangile, comme vous l'avez dit tout à l'heure, par le moyen de retraites spirituelles, essentiellement en silence, mais il y a aussi des branches d'activité, l'école, le dispensaire, un lieu de vacances. Fondé donc par Marthe Robin, on peut dire cette parole reçue du Seigneur, réceptionnée par Marthe, accompagnée dans cette fondation par le père Georges Finet. Père Moïse, je le disais, si nous sommes là, c'est qu'une commission de recherche que vous avez convoquée, que vous avez lancée, a étudié la vie du père Finet et vous a rendu son rapport. Est-ce que vous pouvez d'abord nous dire quelques mots de cette initiative? Pourquoi avoir convoqué une commission et comment était-elle constituée? Vous savez, Philippine, à partir de 2016, nous avons engagé avec tous les foyers en assemblée générale, il y a eu des années préparatoires à cette assemblée, nous avons engagé une réforme quant à notre gouvernance, quant au positionnement du père dans un foyer. Et dans la mouvance de cette réforme sont arrivés ces faits troublants, ces accusations contre le père Finet. Nous avons senti que par nous-mêmes, nous ne pouvions pas gérer cela, ce serait de l'autoréférentialité. Et c'est ainsi donc que cette commission s'est mise en route avec 3 missions qu'on leur a assignées, à savoir établir la vérité sur ce que les uns, nous-mêmes et d'autres avaient entendu. On avait besoin d'avoir le cœur net pour savoir à quoi nous en tenir. Deuxièmement, il fallait revisiter un peu les décisions que nous avions déjà prises en matière de lutte contre les abus sexuels et de conscience, évaluer les foyers dans ce travail et enfin nous donner toute préconisation utile pour la suite des foyers. Et la phrase que j'avais dite à ce moment-là, en septembre 2019, c'est « S'il y a quelque chose, nous devons le dire, je vais le dire. S'il n'y a rien, je devrais aussi l'affirmer. » Et donc, ce travail a été fait pendant 6 mois où nous n'avons pas communiqué, où nous les avons laissés travailler et ce rapport m'a été rendu le 16 mars dernier. Alors, dans son rapport, on va prendre les différents points que vous avez évoqués, qui étaient dans la lettre de mission. La première chose, c'est la question d'abus commis par le père Finet. On parle ici d'abus sexuels, on parle même de faits pédocriminels.
La commission a recueilli de très nombreux témoignages, on va y revenir. Mais d'abord un mot sur la conclusion. Il y a bien un faisceau de conviction nette sur le fait que le père Finet a commis des abus. Les témoignages concordent. 26 témoignages d'anciennes collégiennes et lycéennes. Si on a pu trouver l'une ou l'autre qui avait 17 ans, la majorité de ces anciennes élèves a 10 à 14 ans. Donc c'est bien des enfants. Et si également on peut trouver des accusations du genre abus sexuels, si vous voulez, eh bien, dans des années 45 à 1983, l'essentiel des témoignages se resserre dans les années 1961 à 1981. C'est quand même donc sur une longue période de temps, une des choses frappantes, c'est que c'est un mode de fonctionnement qui est mis à jour dans ce rapport. Il est accusé par les témoignages, par les personnes victimes, de deux choses graves. À savoir que pendant les confessions, les choses se passent essentiellement pendant les confessions de ces jeunes, il y a un toucher du corps et également des questions intrusives sur la sexualité de ces enfants qui n'en savaient pas grand-chose, qui n'étaient absolument pas dans cette réflexion sur leur propre sexualité. Et il y a eu là comme une effraction dans leur intimité d'enfants qui avaient besoin à ce moment-là de comprendre, de se consolider, de se former. C'est au démarrage de cela que ces actes interviennent. Et pour moi, c'est ça qui est cassant et que les victimes ayant aujourd'hui 60 ans, il y en a même une qui a 80 ans, vous voyez, qui en souffrent encore aujourd'hui parce que les souffrances, elles ont été psychologiques, spirituelles, avec leurs corollaires, leurs conséquences physiques. Cela veut dire que c'est intervenu au pire moment pour la croissance normale d'un enfant. On parle donc de choses très graves, de pratiques aussi où le père Finet fait monter dans sa chambre ces très jeunes filles pour les confesser, mais le soir, très tard, des pratiques qui sont presque inimaginables. Alors, je dois dire que je n'ai pas lu l'intégralité du rapport, mais une synthèse qui nous a été transmise. Est-ce que vraiment aucune voix au long de ces années ne s'est élevée pour dire que ce fonctionnement n'était pas normal? Je pense qu'avec ce qui se passe aujourd'hui, cette révélation, cette recherche de la vérité dans laquelle nous sommes aidés par cette commission, peut-être que des personnes aussi des langues vont se délier pour mieux décrire qu'est-ce qui a dysfonctionné et qu'on n'a pas su dire ou pointer. Mais il me semble que l'aura dont jouissait le père Finet, rien moins que l'accompagnateur spirituel de Marthe qui était connu, cette aura n'a sans doute pas permis une prise de distance et un esprit critique pour qu'on puisse s'opposer à quelque chose qui, en y réfléchissant, ne nous paraît pas la manière de faire, parce que la confession, il y a des lieux pour la confession. Ça n'est pas le soir, quand bien même il avait prêché toute la journée, qu'il était allé chez Marthe et qu'il était revenu tard. On ne fait pas monter des petites filles dans sa chambre, exactement, enfin, ça n'existe pas. Certains précisent que c'est plus bureau avec un transact dedans. Quoi qu'il en soit, si vous voulez, on ne peut pas le faire ainsi. En tout cas, quand on vient se confesser ici, on vient de son plein gré aussi. On vient pour se renouveler, mais pas pour en sortir démoli. Et nous le voyons, malgré l'âge des victimes, eh bien, elles en ont souffert pendant autant d'années. Et ça, j'ai envie de dire que, personnellement, ce rapport m'a vraiment touché de ce point de vue-là. Et je pense
à ses victimes et à ces longues années où il n'aura pas été possible de s'exprimer et de devoir vivre rien qu'avec ça. On entend cette pensée, Père Moïse, on entend aussi le poids de la statue du commandeur qui était le Père Finet, l'impossibilité de parler pour certaines, l'impossibilité d'être cru pour d'autres qui ont parlé. A contrario, et je demande pardon aux victimes de poser cette question, mais elle est incontournable, est-ce qu'on ne peut pas se demander aussi, puisque ces témoignages arrivent 50 ans plus tard, est-ce qu'il n'y a pas une reconstruction ? Est-ce qu'on est sûr que ces faits se sont bien produits ? Ces 26 témoignages se recoupent. Et même les personnes qui sont venues pour dire leur reconnaissance au Père Finet, sans le vouloir, confirment en fait ces confessions et ce mode opératoire qui en a blessé plus d'une. Juste une précision, Père Moïse, les faits aujourd'hui, l'analyse de ce qui se passe aujourd'hui dans les foyers de charité, le rapport de la commission est très net. Les dispositions de protection des mineurs sont prises dans les écoles qui sont administrées pour les foyers. Je pense à tous ceux qui nous regardent. C'est très important de le préciser. Tout ce que l'enseignement catholique a préconisé en matière de lutte contre les abus dans les écoles, eh bien, et ce que les foyers ont fait, étant donné que les écoles sont une branche aussi, c'est ça qui, en fait, a été conjugué. Et je puis dire qu'aujourd'hui, on est à un excellent niveau de sécurité pour les élèves dans le cadre des établissements scolaires. Vous le mentionnez, la commission a reçu de très nombreux témoins qui ont souhaité venir, bien qu'il n'y ait pas eu une très grande publicité autour de son travail, mais dans les cercles proches des foyers de charité, disons, beaucoup de témoins, plus de 140 témoignages, et beaucoup, manifestement, pour défendre le Père Finet. La commission, c'est un gage de sa loyauté que d'avoir fait état des nombreuses personnes qui sont venus pour dire leur reconnaissance au Père Finet. Vous voyez, ça n'est pas à charge, mais c'était pour dire simplement ce qu'il en est. La commission a été frappée par cet aspect-là. Mais j'ai envie de dire que c'est un début pour nous. C'est un début pour nous. Nous avons besoin, la commission nous aide à comprendre, mais nous avons besoin de comprendre davantage comment cela a pu être possible. De comprendre dans quel but, pour que plus jamais cela ne puisse se passer, parce que ce n'est pas... Nous sommes ici à Châteauneuf, mais les foyers sont partout dans le monde. Et je pourrais en dire, il y a de beaux fruits dans les foyers. Pour qu'on continue à avoir ces beaux fruits, nous avons besoin d'avoir des maisons sûres, et donc nous avons besoin de continuer ce travail d'investigation. C'est dans le sens des décisions que nous avons déjà prises. Certains révèlent aussi, peut-être malgré eux, mais une forme de toute-puissance aussi de la figure du Père, une forme de dévotion exagérée, on peut le dire comme ça, à l'égard de la figure du Père Finet, et peut-être ensuite, du coup, à l'égard du père de foyer dans les foyers de charité. Marthe, dans ce qu'elle reçoit du Seigneur, parle du laïcat. Donc cela est important. On pourrait, sans exagérer, dire que c'est un signe avant-coureur de ce que le Concile va faire. Et donc, il nous faut absolument revenir à cela, que le prêtre, il a son importance, bien sûr, c'est le sacerdoce ministériel, mais les laïcs, de par leur baptême aussi, dans la collégialité avec le prêtre, annoncent ensemble l'Évangile. Et il me semble que l'important aujourd'hui, c'est vraiment de repartir du Christ. Mais pardonnez-moi d'être terriblement terre-à-terre, Père Moïse, mais est-ce que ça veut dire que, quand vous dites revenir à la source, ça veut dire qu'entre 1936 et aujourd'hui, il y a quelque chose qui a dérivé, qui a fait qu'il y a un excès de pouvoir du prêtre dans une œuvre qui avait ce caractère prophétique d'être une œuvre de laïque au départ ? La commission rapporte quelque part qu'un des témoins dit « mais certains aspects de la paternité
dans les foyers qui n'est pas bien ajusté relève de la personnalité aussi du père Finet. Voilà. Mais il me semble que il nous faut revenir à ce que nous avons vécu depuis 1986, parce que l'Église, le CPL d'alors, Conseil pontifical pour les laïcs, qui est devenu aujourd'hui le dicastère pour les laïcs, la famille et la vie, eh bien, nous a reconnus comme des baptisés mettant tout en commun pour l'évangélisation à travers des retraites. Donc l'Église a reconnu notre identité propre dans l'Église et pour notre évangélisation. Avec un appel à conduire certaines réformes, vous disiez l'avoir déjà commencé, par exemple la distinction entre le fort interne et le fort externe, le fait qu'un père de foyer ne peut pas être le confesseur habituel des membres de sa communauté, ce que l'Église interdit dans toutes les communautés, parce que cela crée un terrain favorable à l'abus de pouvoir et à l'abus de conscience qui est jugé dangereux. Ça, c'est une décision que vous avez déjà votée en 2016. Il y a aussi une question sur le rôle plus général du père de foyer, la durée, par exemple, pendant laquelle on est père d'un foyer, la manière dont on le devient. Tout ça, ce sont des questions qui sont aujourd'hui sur votre table de travail ? On devient membre de foyer, on fait son engagement et on est dans l'œuvre des foyers de charité. Mais être père responsable d'un foyer, c'est une mission qui se commence et qui se termine, ce qui ne vous empêche pas d'assumer une autre mission à l'intérieur des foyers. Et ça va s'appeler les mandats. Et je crois que c'est un mouvement qui est commun et général dans l'Église d'aujourd'hui. Où qu'on aille, on est appelé à nous renouveler par le fait aussi des mandats, d'une limitation dans le temps, parce que c'est une acceptation constante de celui qui exerce la responsabilité, mais de ceux avec qui aussi on exerce cette responsabilité. Est-ce que les révélations aujourd'hui sur les abus commis par le père Finet, on a évoqué les abus sexuels, mais il y a aussi plus généralement une situation de toute puissance, sinon d'abus de pouvoir, en tout cas qui est pointée par la synthèse du rapport de la commission. Forcément, ça a été modélisant pour les foyers de charité au fil du temps, puisque c'est le premier. Est-ce que ces révélations aujourd'hui vont vous aider justement à avancer dans les réformes qu'il faut conduire ? Nous avons pris trois décisions suite à la lecture de ce rapport sur les cas graves à l'actif du père Finet. La première, c'est de restructurer la cellule qui existait déjà, notre cellule de lutte contre les abus sexuels et de conscience, avec un coordinateur ou une coordinatrice générale qui s'appuierait sur des référents par secteur, que ce soit l'école, que ce soit les retraitants, que ce soit les branches d'activité, que ce soit les personnes âgées, etc. Pour tout, et aussi se déployer à l'international. Parce que les foyers sont dans beaucoup de cultures, chaque église va à son rythme, chaque foyer aussi a quelque part la coloration de la culture et de l'église locale. C'est une chance d'être internationaux, mais nous devons aussi de vérifier ce travail jusque-là où sont les foyers. La deuxième décision... Pardon, oui. Juste sur ce point, ça veut dire qu'aujourd'hui, vous avez une cellule de lutte contre toute forme d'abus qui existe, qui fonctionne, que des gens qui seraient en difficulté peuvent contacter. Nous avons l'adresse paroledevictime@lesfoyersdecharite.com où on peut écrire et on a une réponse. Et non seulement si l'on veut être rencontré pour être mieux écouté, mieux entendu, on a la possibilité. Et
cette cellule, cette adresse peut être contactée aussi bien par des gens qui auraient été en contact avec les foyers que par des membres des foyers, puisqu'on a vu qu'il pouvait y avoir des dysfonctions et on a vu déjà dans le passé des accusations portées contre d'autres pères de foyer que le père Finet. On peut donc imaginer qu'il y a des membres de foyer qui sont en souffrance. Pas toute personne, je vais y revenir. Oui, tout à fait, qui peuvent être en souffrance. Et en ma qualité de modérateur, j'ai rencontré plusieurs victimes. Et de la même manière que j'étais touché par ce rapport du fait de la souffrance des victimes, c'est de la même manière que j'étais complètement retourné, si vous voulez, en rencontrant ces victimes-là. J'en ai les souvenirs comme si cela s'était passé hier, que de les rencontrer. J'aime mieux vous dire que ce n'est pas des moments agréables, hein, parce qu'il s'agissait pour moi, en tant que représentant des foyers de charité, de fléchir le genou et de demander pardon, parce que c'est nous. Il nous faut assumer et nous assumons cela. Et de voir ces personnes dans l'état où elles sont, après tant d'années, avec les thérapies, avec tout ce qu'elles ont voulu faire. Et je pense qu'elles ne sont pas satisfaites forcément, parce que ce que nous essayons de faire peut être minime par rapport aux dégâts et par rapport à ce qu'elles attendent. Mais nous nous promettons, et nous leur promettons aussi, de continuer ce travail avec elles. Alors évidemment, il leur faudra beaucoup de patience, il leur faudra beaucoup d'insistance, mais nous nous engageons à cela. C'est une question de vie des foyers ou de mort, si vous voulez, parce que si nous ne le faisons pas, nous n'avons plus raison de clamer ceci ou cela. Et je disais qu'en plus de la restructuration de cette cellule, cela va nous permettre justement, pour y arriver, nous voulons un audit, justement. Donc ça, c'est la deuxième décision. La deuxième décision, un audit général des foyers, toujours dans la même méthode qu'avec la commission, pour éviter toute autoréférentialité, eh bien, pour nous aider à projeter sur notre vie, avec notre collaboration bien sûr, un regard tiers. Mais c'est un audit sur quoi? Sur le fonctionnement, sur les mécanismes de gouvernance, sur l'administration, sur quel aspect? Oui, surtout pour écouter. Nous, déjà en interne, lorsque je visite, et j'ai visité la quasi-totalité des foyers dans le monde, c'est un lieu d'écoute qui ne soit pas empêché. On n'est pas muselé au départ, on n'a pas peur de s'adresser. Parce que si c'est le père qui est concerné, comment voulez-vous aller vous adresser à lui? Mais présenter à tous les foyers cette opportunité, cette possibilité, c'est dans le sens que aucun fait ne soit laissé de côté, que rien ne soit, on ne mette pas un couvercle sur ces réalités. Et la troisième décision, c'est que ce travail de 6 mois, il est forcément limité. Il a le grand mérite d'avoir ouvert une possibilité, rencontrer des gens, nous avoir mis les faits sous les yeux. Mais c'est un début qu'il nous faut continuer. Donc une commission de théologie, à l'échelle internationale aussi, qui va interroger tous les enseignements du père Finet au regard de toutes ces accusations. Il y a un procès de béatification en cours pour Marthe Robin, mais vous ne pensez pas que ça va être réinterrogé aujourd'hui par les révélations notamment de cette commission de recherche? Quelle était exactement la relation entre Marthe et le père Finet? Est-ce que le père Finet, dans ses propos par exemple sur les foyers de charité ou autres, a réellement été fidèle aux intuitions de Marthe ou aux révélations qu'elle a reçues? On peut tout interroger aujourd'hui, non? On peut tout interroger, sûrement. Pour ce qui est de Marthe, j'attends toujours la parole de l'Église. Pour ce qui est de sa relation à Marthe, du père Finet à Marthe, eh bien, peut-être qu'on a beaucoup idéalisé. Il y a quand même une chose qui est frappante, c'est que
Beaucoup d'idoles ont été abattues de leur piédestal ces derniers mois, ces dernières années dans l'Église. On pense à des grandes figures de ce qu'on a appelé le renouveau français, encore dernièrement avec des révélations concernant Jean Vanier, mais avant cela, les frères Philippe ou frères Ephraïm, et on pourrait en citer d'autres, hélas. Il y a quand même un point commun, c'est que quasiment tous font partie de ceux qui disent avoir été voir Marthe pour confirmer leur appel, leur intuition, leur désir de fonder quelque chose. Est-ce que c'est quelque chose qui vous interroge aujourd'hui? Ce n'est pas Marthe qui fait un récit de la rencontre avec ces personnes-là, mais ce sont ces personnes qui se réclament d'avoir rencontré Marthe. Elle a pu être instrumentalisée, c'est ça que vous nous dites? Tout à fait. Tout à fait. Père Moïse, je pense à ceux qui nous regardent, parmi lesquels sans doute de nombreux membres de foyers ou des proches de tel ou tel foyer de charité. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire aujourd'hui? J'ai envie de dire d'abord aux victimes, aux personnes qui ont été victimes, que l'œuvre des foyers, à travers ma personne, plie le genou pour leur demander, mais sincèrement, pardon. Sincèrement, pardon. Et de les remercier parce qu'elles ont osé parler, parce qu'elles ont osé enlever cette écorce dure qui les a plongées à nouveau dans le traumatisme qu'elles ont vécu. Eh bien, cela nous permet aujourd'hui de réfléchir sur nous et pour pouvoir avancer. Donc, ces paroles feront à jamais partie des différentes strates qui vont refonder les foyers. Et les membres de foyer et tous les amis, nous sommes blessés, nous sommes ébranlés, mais nous sommes debout. N'ayons pas peur de la vérité, parce qu'elle nous rend libres et nous ne pourrons pas être crédibles si nous ne passons pas par cette case d'acceptation de la vérité sur le passé, de le travailler aujourd'hui en vue de poursuivre notre mission. Est-ce que la synthèse du rapport sera accessible au public? Dès ces jours prochains, dès aujourd'hui, eh bien, cette synthèse est sur le site des foyers de charité où tout le monde pourra aller la lire. Merci de votre accueil et d'avoir affronté aussi ces questions. Merci à tous ceux qui nous ont permis de réaliser cet entretien.